Bonjour, bienvenue à cette séance de vidéo sur les travaux dirigés relatifs à la numérisation et quelques outils tels que la TFD, transformée de Fourier discrète, et également le produit de convolution et autres choses. Bon, je rappelle que c'est un support qui entre dans le cadre d'une formation à distance. Donc on commence par le premier exercice. Bon, faites attention. Essayez de refaire les calculs. Probablement, il y aura des erreurs de calcul. Et si jamais vous trouvez des erreurs, n'hésitez pas de me les envoyer et de les mettre dans ma page vidéo YouTube. Donc, je commence par le premier exercice. C'est calculer la transformée de Fourier discrète pour une séquence d'entrée avec 3 éléments. C'est-à-dire, j'ai une séquence de 3 éléments, le premier élément, le deuxième élément et le troisième élément. C'est-à-dire, S de 0 égale à 0, un premier signal discret à l'instant discret 0, il est égal à 0. N'oublie pas que nous sommes maintenant dans le cas où le signal il est discret, c'est-à-dire il occupe des amplitudes discrètes à des instants discrets. D'accord? Donc à l'instant k égale à 0, j'ai la valeur 0. À l'instant k égale à 1, j'ai la valeur 1. À l'instant k égale à 2, j'ai la valeur 0. Donc on veut appliquer la transformée de Fourier discrète à cette séquence. Donc pour cela, on va faire un petit rappel sur la transformée de Fourier discrète. Bon, on peut trouver des relations qui sont établies dans le cas général et non pas dans un cas particulier, comme nous allons voir par la suite. Donc on appelle la transformée de Fourier discrète d'une suite de n termes, c'est-à-dire une séquence, une suite allant de 1 ou de 0, de 1 jusqu'à n, ou bien de 0 jusqu'à n-1, comme c'est le cas ici. Donc je prends une suite de n termes, voilà. Essayez de faire toujours le lien avec l'exercice. La suite, on appelle la transformée de Fourier d'une suite de n termes. La suite de toujours n termes, mais cette fois-ci, c'est SM. Bon, le cas pour nous, c'est le temps. C'est le temps discret. Le M, ça représente une fréquence. Donc là, par la suite, je vais essayer de travailler avec la variable F, parce que nous sommes toujours habitués à travailler avec cette variable F fréquence. D'accord? Donc, si on veut calculer la TFD d'un signal S de K, voilà, on applique cette relation. Donc ça, c'est une relation qui va assurer le passage du domaine temporel discret vers le domaine fréquentiel en appliquant cette relation. D'accord? Donc, on va calculer la transformée de Fourier de cette séquence, c'est-à-dire de S0, de S1 et de S2. On va commencer le calcul. Donc, si je prends la transformée de Fourier discrète de la première séquence, qui est 0, voilà, c'est la TF de 2. On va appliquer cette relation. Donc, c'est une sommation allant de k égale à 0 jusqu'à le nombre de, on va dire, de termes. Ici, j'ai 3 termes. Mais la sommation, il est de 0 jusqu'à 3 moins 1 qui est égal à 2. De S de k fois l'exponentielle moins 2i pi k fois m. Le m, c'est 0, parce que je veux calculer la transformée de Fourier de la séquence S0 égale à 0, divisé par grand N. Donc, on va essayer d'ouvrir cette sommation. Donc, S0, maintenant, je passe à K. K égale à 0. Je remplace K par 0. Je remplace K par 1 et je remplace K par 2. Pardon, ici, c'est 2. Il n'y a pas de 1 ici. Désolé, il y a 2. Donc, ça va nous donner S
de 0 plus S1 plus S2. S2 égale à 0, voilà, plus 1 plus 0 égale à 1. Donc, la transformée de Fourier de la première ou du premier élément de la séquence d'entrée égale à 1. On peut faire la même chose pour la deuxième entrée, hein, pour le deuxième élément. Hein, c'est l'élément S1 égale à 1. Donc S1 égale à la transformée de Fourier de S1. J'applique la même relation. Donc ça nous donne, donc malheureusement c'est copier-coller, mais bon, c'est uniquement ici. Donc c'est S0 exponentielle moins la même chose. Sauf qu'ici, je remplace M par 1. Regardez bien, M c'est 1, c'est fixe. C'est ici, M c'est fixe. Faites attention aux lettres. La lettre majuscule c'est réservé pour le domaine fréquentiel, les lettres minuscules c'est réservé pour le domaine temporel. Le domaine temporel discret. Donc ici, je répète, ici S0, ce 0 c'est le K, le 1 c'est le K, le 2 c'est le K. Donc ça nous donne S0 exponentielle moins 2i pi fois ça, plus S de 1 fois l'exponentielle, plus S2, donc S2 fois l'exponentielle. Donc ça nous donne S0 plus S1 plus S2 exponentielle moins, donc il y a un moins qui n'apparaît pas clairement ici, mais il y a un moins, moins 2i pi sur 3, moins i 4 tiers de pi. Donc ça nous donne toujours S0 c'est 0, S de 1 c'est 1, S2 c'est 0, et je fais la somme et je trouve cette valeur-là. De même pour le troisième élément de la séquence. Faites attention toujours à cette erreur. Donc, ici c'est S de 2, ici c'est S de 2, ici c'est S de 2, donc c'est une erreur qui se produit partout. Donc en faisant le même calcul, on va trouver également un résultat, c'est l'exponentielle, toujours un moins 4 tiers et pi. Et comme ça, on va rassembler le tout. On va dire que la transformée de Fourier discrète de la séquence à 3 éléments, c'est la somme des 3 résultats. 1 plus ce terme, plus ce terme, et voilà, et c'est fini. Donc voilà l'exercice numéro 1. Passons à l'exercice numéro 2. Donc nous considérons les signes suivants numériques, d'accord? Le premier signal, le deuxième signal, le troisième signal, avec UN, c'est la fonction échelon comme vous allez la voir par la suite. Donc déterminer les signaux à énergie finie et les signaux à puissance moyenne finie. Donc c'est ça la question. Quels sont les signaux parmi ces 3 signaux qui sont à énergie finie et qui sont ici, parmi ces 3 signaux, les signaux à puissance moyenne finie. Donc je présente ici la fonction échelon. La fonction échelon, c'est une fonction qui occupe la valeur 1 pour les instants discrets, de 0 à 1, à 2, à 3, jusqu'à 7. Donc U de n égale à 1 lorsque n supérieur ou égal à 0. Parfois, on trouve supérieur strictement à 0. Et dans le cas n égale à 0, c'est un cas arbitraire. Et par convention, on choisit la valeur, même valeur que 1, que 1, 2, 3, etc. Donc voilà la fonction échelon. C'est une fonction qui occupe une même amplitude à des instants discrets différents. Et on vous demande de calculer et de déterminer les signaux à énergie finie et les signaux à puissance moyenne finie. Toujours un rappel. Donc, ainsi, le calcul de l'énergie d'un signal se fait par la relation suivante. Donc, la limite, lorsque n tend vers l'infini, de la sommation discrète allant de n de moins grand N jusqu'à plus grand N du module de S de n au carré. D'accord? Ou bien, on étudie cette relation. C'est-à-dire le fait de tendre le n vers l'infini, c'est-à-dire que le grand N
tend vers l'infini, le grand n ici tend vers l'infini. Donc, sommation de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc, les deux relations sont valables. Et la puissance instantanée est donnée par cette relation, et la puissance moyenne d'un signal fini, c'est ce qu'on veut, nous, c'est cette relation. C'est une puissance avec une barre en dessus. C'est la limite quand n tend vers l'infini de 1 sur 2n plus 1, la sommation n allant de moins 1 sur plus n de module de Sn au carré. Donc ça, c'est un rappel. Ce sont des relations qui peuvent nous aider à savoir quel est le signal ou quels sont les signaux ici qui sont des signaux à énergie finie et quels sont les signaux à puissance moyenne finie. Maintenant, on commence notre exercice. Donc, si le Sn est tel que l'énergie est finie, bon, là, la partie précédente, c'était juste le calcul de l'énergie et de la puissance. Maintenant, on n'a pas encore défini c'est quoi un signal ou bien des signaux à énergie finie. Donc, si je prends ici, si le Sn si l'énergie d'un signal Sn est, on va dire, compris entre 0 et plus l'infini, c'est-à-dire il est, on va dire, de carré sommable, il est convergent, on dit que ce signal, il est d'énergie finie. Et par conséquent, sa puissance moyenne, elle est nulle. Si on a un signal tel que sa puissance moyenne finie, elle est de carré sommable, on dit que ce signal, il est de puissance finie non nulle et son énergie, elle est nulle, elle est infinie. Donc c'est ça, les deux définitions. Et ce sont les mêmes définitions qui s'appliquent dans le régime, on va dire, analogique. D'accord? Ce sont deux définitions qui s'appliquent, que ce soit le régime discret, que ce soit le régime continu. Donc si je prends le premier signal, j'applique la relation, voilà, l'énergie, je calcule, voilà, j'ai remplacé le signal par son expression. Comme j'ai la fonction échelon qui n'est définie que pour les instants n positifs, c'est-à-dire, je vais supprimer les instants négatifs. Donc je me retrouve avec cette sommation allant de 0 jusqu'à l'infini de moins 0,5 n de 1 module au carré. Je vais essayer d'inverser l'ordre de 2 avec n. Ça nous donne le 0,5 moins au carré, c'est 1 sur 4 à la module n. Et là j'applique cette relation. C'est une série géométrique. Le premier terme moins normalement le dernier terme plus 1, mais c'est comme c'est de l'infini, c'est toujours l'infini, sur 1 moins la raison. Comme 1 sur 4 tend vers à la puissance infinie tend vers 0, car son module il est inférieur à 1. Et par conséquent, je peux remplacer par son expression, donc ça nous donne 1 sur 1 moins 1 sur 4 égale à 4 tiers, donc c'est une valeur qui est finie. Et par conséquent, notre premier signal, comme son énergie elle est finie, on le déclare, ou bien on déclare que c'est un signal à énergie finie. Passons maintenant au deuxième signal. Donc je prends le signal échelon. Donc Sn égale à Un. Donc toujours la même chose. J'applique l'expression de calcul de l'énergie. Voilà. J'ai remplacé Sn par son expression. Et comme le signal Un, il prend une valeur 1 dans les instants n positifs, y compris 0, il prend la valeur 0 pour les instants négatifs, c'est-à-dire j'ai remplacé le signal par 1, mais uniquement entre 0 et plus l'infini. Et donc ça nous donne 1 plus 1 jusqu'à le 1 d'ordre infini. Et donc cette somme, elle est infinie. Lorsqu'on trouve une énergie égale à l'infini, on doit forcément passer pour savoir, bon, ici, E, c'est égal à l'infini, ça veut dire que c'est un signal qui n'est pas fini. Donc c'est un signal qui n'est pas à énergie finie. Mais n'empêche on peut essayer de savoir si c'est un signal à puissance moyenne finie. Donc pour cela, on fait le calcul de la puissance.
On applique cette relation-là. Voilà. Donc, j'ai remplacé S de n par son express par un. Un égale à 1. Entre moins n et 0, il n'y a rien. C'est normal. Parce qu'entre moins n et le 0, ce sont des échantillons qui sont nuls. Lorsque les instants k ou bien les instants n sont négatifs, donc entre 0 et entre le moins n et le 0, j'ai rien. Mais entre le 0 et n, j'ai le signal qui occupe la valeur de 1. Voilà. Et donc, si je fais la somme de ça, donc la somme de n allant de 0 jusqu'à n de 1, c'est quoi? C'est entre 0 et n, c'est quoi? C'est n plus 1. Voilà. Et donc, je calcule cette limite. Lorsqu'on veut savoir la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, on prend le plus haut degré du numérateur et du dénominateur. Donc, ça nous donne 1n sur 2n, ça nous donne 1 demi. Donc, finalement, c'est une valeur qui est finie. Et par conséquent, notre deuxième signal est un signal à puissance moyenne finie. Passons maintenant au troisième signal. Donc, si je prends le signal S de n égale à 2 fois l'exponentielle, on va tenter notre chance par le calcul de l'énergie. Donc, je applique la relation, la voilà. Je remplace le signal par son expression, voilà. Et comme l'exponentielle de j, il a un nombre complexe, son module égale à 1, donc je me retrouve avec 2 au carré, c'est 4. Donc c'est l'infini. On va passer au calcul de la puissance moyenne. Donc j'applique cette relation. D'accord? J'applique le module, donc c'est 4. D'accord? Bon, le 4, je vais la faire sortir de cette sommation pour laisser que la sommation de 1 pour le n allant de moins n jusqu'à grand n. Et donc, si je prends de moins n jusqu'à grand n, j'aurai 2n plus 1. Parce que de moins n jusqu'à 1, c'est n. Et de 0 à n, c'est n plus 1. Donc, si je fais n plus 1, ça va nous donner 2n plus 1. Et je simplifie. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Ça reste la valeur 4. Donc, c'est une valeur finie. Donc, notre deuxième signal est un signal à puissance moyenne finie. Passons maintenant à l'exercice numéro 3. On veut représenter graphiquement les signaux suivants. Donc, A, c'est un produit entre un signal Sn que je vais vous présenter ici et l'échelon décalé Un-1. Le deuxième signal, c'est un produit entre Sn et cette différence. Et le troisième signal, c'est Sn avec le delta n-1, l'impuissance de Dirac décalée. Donc voilà notre signal Sn. Donc regardez votre signal, il occupe des amplitudes discrètes, par exemple 1, 2, 3, 1, 2, 3, mais à des instants discrets, 1, 2, 3, moins 1, moins 2, moins 3. Donc on va commencer avec le premier signal, on veut le représenter graphiquement. Donc un, son expression c'est la suivante, égale à 1 pour les n supérieurs ou égal à 0, égal à 0 pour les n strictement négatifs. Voilà, je la représente. Donc regardez bien, tous les instants positifs allant de 0 jusqu'à l'infini, votre signal échelon occupe la valeur 1. En dessous de cet instant 0, c'est-à-dire pour les instants négatifs, le signal occupe des valeurs nulles. D'accord? Alors voilà notre fonction échelon. Maintenant, on veut la fonction un-1. On va appliquer la même chose. C'est comme on va faire un changement de variable, on va dire que ça c'est um. Égale à 1 si m supérieur ou égal à 0. Égale à 0 si m est strictement négatif. Et par conséquent, un égale à 1 lorsque n supérieur ou égal à 1 et égal à 0 si n inférieur à 1. C'est clair? Ça se voit clairement que c'est vraiment un calcul très simple. Maintenant, je représente un-1.
Bon, un-1, c'est juste un petit décalage. Hein. C'est comme j'ai fait une translation vers le n égale à 1. C'est-à-dire, au lieu de commencer à l'instant n égale à 0, je commence à l'instant n égale à 1. C'est ça la seule différence. Maintenant, je vais la multiplier avec ça. Donc, si je multiplie, ça, la multiplication dans le cas discret, c'est une multiplication très très simple. Hein, parce que je vais multiplier, on va dire, signal discret avec signal discret, valeur discrète avec valeur discrète, mais à des instants bien évidemment précis. Hein, si je fais la multiplication, regardez là, si je prends les valeurs négatives, si je multiplie cette valeur occupée à l'instant négative avec celle-là c'est nul. Si je prends le deuxième signal ou le deuxième on va dire, morceau du signal à l'instant k égale à moins 2, je vais le multiplier avec toujours 0. Et si je prends également le troisième, je vais le multiplier avec 0. Donc finalement, tous les signaux qui vont se retrouver aux instants négatifs, ils seront nuls. Hein, parce que je le multiplie avec un signal un qui ne possède pas, on va dire, de valeur pour des instants négatifs. Et voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je retiens? Je ne retiens que des valeurs discrètes à des instants discrets positifs. Passons au deuxième exercice. On veut le produit entre Sn, Un plus 2 et Un. Alors là, faites attention. Là, c'est Un plus 2. Désolé, c'est pas Un moins 2. Donc, Un plus 2. Donc, je vais faire une translation jusqu'à moins 2. Ça, je répète, c'est Un plus 2. Donc, je fais une translation, ça veut dire que je fais un décalage vers le n égale à moins 2. Je multiplie, j'ajoute avec l'inverse de un. Regardez bien, si je prends un plus 2 moins un, c'est-à-dire je vais calculer dans un premier temps ce qui est entre crochets, regardez bien, si je somme les deux signaux, regardez bien, à l'instant k égale à 0, avec cet instant temps, ils vont s'annuler, à l'instant k 1 égale à 1, ils vont s'annuler, à l'instant k égale à 2, ainsi de suite. C'est-à-dire tous les instants positifs, cette sommation ou cette différence va nous donner des valeurs nulles. Donc qu'est-ce qu'il reste? Ça va rester juste ces deux valeurs à ces deux instants. Et je passe au produit. Maintenant, je passe au produit. Ça, c'était juste le un plus 2 moins un, c'est ça. Un plus 2 moins un. Donc là, il faut faire attention, c'est un plus 2. Toujours la même erreur. L'inconvénient de faire copier-coller. Maintenant, je fais la somme, le produit entre un plus 2 moins un et Sn. Hein, si je multiplie, ici, il n'y a rien, il n'y a que des zéros. Donc cette partie-là, avec cette partie-là, ça donne que des zéros. Et je passe à la partie gauche. Ça va donner moins 1 avec moins 1, c'est-à-dire l'amplitude avec cette amplitude avec cette amplitude. Bien évidemment, j'aurai comme signal, c'est ce nouveau signal qui occupe des valeurs, par exemple ici 1 à valeur 2 à des instants moins 1 et moins 2. Passons à l'exercice numéro 4. Donc, nous considérons un signal S de t qui a cette expression-là. On l'échantillonne ce signal à une fréquence d'échantillonnage. Par la suite, on procède à un filtrage de ce signal échantillonné à travers un filtre passe-bas idéal de fréquence de coupure Fc égale à 2,7 kg. Donc, donner l'expression analytique du signal de sortie. C'est-à-dire que notre signal de départ, c'est S de t. On va l'échantillonner à une fréquence Fe et on va le faire passer dans un filtre qui possède une fréquence de coupure de 2,7 kHz et on veut savoir l'expression finale à la sortie de sortie. Bon, ce que nous allons faire pour répondre à cette question, nous allons faire
le passage vers le domaine fréquentiel. Parce que nous savons qu'il y a une relation entre le signal dans le domaine spectral, c'est-à-dire S de t, je vais le convertir en domaine spectral. Je sais qu'il y a un lien entre entre le signal dans le domaine spectral et le signal échantillonné dans le domaine spectral. On a vu ça dans le cours, c'est que le signal échantillonné, c'est la somme de tous les signaux F moins KFE. Et comme ça, je vais faire l'étude, non pas dans le régime temporel, mais dans le régime fréquentiel, mais à la fin, je peux faire une transformation de Fourier inverse. Donc là, je ne peux pas appliquer directement ici Fourier. Je dois linéariser ce signal. Voilà. J'ai remplacé cos carré par ça. Et je fais le calcul en appliquant cette relation. Et comme ça, j'ai une relation très simple. Et on va l'appliquer maintenant le calcul de la transformée de Fourier de S de t. Sachant que nous avons vu dans le TD ou dans le cours que la transformée de Fourier d'un cosinus de pi f0 de t, c'est ça. Et la transformée de Fourier d'un sinus, c'est 1 sur 2i, mais cette fois-ci, c'est la différence. Donc, après avoir mis l'expression du signal sous une forme appropriée, sous une forme linéaire, maintenant, on peut dire que, en appliquant la relation précédente, et on peut dire que la relation, je suis un petit peu, voilà, si j'applique cette relation-là à ce signal, regardez bien, 5 demi avec 5 quarts avec 5 quarts, donc chaque cosinus sera transformé en la somme de deux impuissants de Dirac avec des fréquences différentes. Ici, la fréquence c'est 500, c'est l'expression 2πf de t, ainsi de suite. Donc, on obtient un signal dans le domaine fréquentiel, un spectre qui est formé par 6 fréquences, 500 moins 500 plus 500, 1500 moins 1500, 2500 moins 2500. Je les ai représentés tous ici. Donc vous avez les 6 fréquences, mais à des amplitudes différentes. 5 quarts est plus grand que 5 huitièmes, c'est-à-dire au niveau de 500 et de moins 500, vous avez un niveau qui est élevé, hein, l'amplitude est élevée. Donc voilà la première chose, c'est de calculer le signal S de t et de le transformer dans le domaine fréquentiel. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit chercher le signal échantillonné. Donc voilà la relation qui relie le signal échantillonné avec le signal de départ initial, mais dans le domaine fréquentiel. C'est-à-dire, je peux construire le signal échantillonné en prenant le signal celui-là et en essayant de le reproduire pour les cas positifs et pour les cas négatifs. C'est-à-dire, je prends ce même signal et je fais des copies. Et pour les cas négatifs, positifs, et pour les cas négatifs. Bon, je ne peux pas faire tous les cas. Je vais juste essayer d'ajouter le k égal à 1. Si je prends k égal à 1, regardez bien, mon premier signal va s'arrêter à FE, fréquence d'échantillonnage, c'est 1500. C'est là, c'est à ce niveau-là, regardez là, c'est à cette fréquence d'échantillonnage que je vais essayer de dupliquer le signal à droite. À droite, c'est-à-dire je dois ajouter à 1500 500, voilà 500, ça donne 2000, plus 1500, ça donne 5000, plus 2500, plus 1500, ça donne 2000, plutôt. Donc je commence, 1500, j'ajoute 500, ça donne 2000, j'ajoute 1000, ça fait 3000, j'ajoute 2500, ça donne 5000.
Donc, ces trois signaux que vous voyez, ce premier, ce deuxième et ce troisième, c'est le fait de calculer le signal échantillonné pour k égale à 1. D'accord? K égale à 1. Et de l'autre côté à gauche, je vais retrancher cette fois-ci 500, 1500, 2500. Là, j'ai ajouté et là, je dois retrancher. D'accord? Donc, si je fais cette opération-là, regardez là, vous avez un certain nombre d'impulsions. Les rouges, c'est le signal initial, ou bien c'est le signal échantillonné à k égale à 0, avec, un niveau d'amplitude qui a changé. Donc, je résume. Le signal rouge, c'est le signal échantillonné lorsque k égale à 0. Le signal vert, c'est le signal échantillonné à l'instant k égale à 1 et k égale à moins 1. Et je peux reproduire et refaire l'opération pour les k égale à 2, k égale à moins 2, k égale à 3, k égale à moins 3, ainsi de suite. Maintenant, je vais appliquer un filtre passe-bas qui a sa bande passant de 0 jusqu'à 2500 Hz, 2600 Hz, du côté positif et côté négatif. Ça, c'est un filtre passe-bas et non pas un filtre passe-bande, parce que ça comporte une partie basse pour les fréquences positives et une partie pour les fréquences négatives. Donc, lorsque j'applique le filtre passe-bas, pourquoi je l'applique tout d'abord? Afin de comparer le signal échantillonné filtré, afin de comparer le signal échantillonné avec le signal de départ. C'est-à-dire, le fait de prendre ce filtre-là, c'est pour essayer de comparer le signal S de E de F avec le signal S de F. Si je trouve la même chose, je déclare que c'est un échantillonnage qui est bien. Or, si je fais la comparaison, je m'intéresse qu'à ces fréquences positives, je trouve que j'ai deux fréquences qui apparaissent. C'est-à-dire deux fréquences qui apparaissent, c'est-à-dire c'est un contenu spectral qui a été modifié. C'est-à-dire c'est une information qui est modifiée. Et finalement, qu'est-ce qu'on va conclure? Que l'échantillonnage, il est mauvais. Donc mauvais parce que tout simplement, si je compare notre signal échantillonné avec le signal de départ, je vois que j'ai deux signaux qui sont complètement différents. Et comme ça, je vais déclarer que l'échantillonnage, il est mauvais. J'aurais dû, dire que au départ, si je compare la fréquence d'échantillonnage avec deux fois la fréquence maximale, qui est 2500, je m'arrête et je dis que le théorème de Shannon n'est pas respecté. Mais j'ai laissé ça pour le trouver autrement à travers cet exercice, à travers ce développement de l'exercice. Donc, le signal filtré et le signal initial sont différents, c'est-à-dire le signal échantillonné et le signal initial sont différents. Donc, la restitution du signal initial, il est impossible. On ne peut pas retrouver le signal initial. Et c'est ça l'objectif d'un très bon échantillonnage. Donc, lorsqu'on fait un bon échantillonnage, c'est facile de retrouver le signal initial à partir du signal échantillonné par l'utilisation d'un filtre. Donc ici, c'est pas possible parce que tout simplement, on a retrouvé de nouvelles fréquences qui apparaissent à l'intérieur du filtre. D'accord? Donc là, le spectre du signal de sortie et le spectre du signal initial, plus l'impulsion de Dirac ajoutée, on a trouvé deux fréquences, deux fréquences qui ont été ajoutées. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Le signal initial, le signal à la sortie du filtre, c'est le signal initial en domaine fréquentiel, plus les impulsions de Dirac correspondant à cette fréquence 2000 et à la fréquence que nous avons trouvée. Passons maintenant à l'exercice numéro 5. On va calculer la transformée de Fourier discrète des signaux suivants. Donc c'est un autre exercice sur la TFD. Je fais un rappel.
Donc là, je vais introduire que la TF2 peut se calculer soit d'une manière théorique, de l'infini, de moins l'infini jusqu'à l'infini, soit si je travaille avec une suite de n termes, j'applique cette relation que nous avons utilisée précédemment. Maintenant, on va utiliser cette expression-là comme étant, en calcul, la transformée de Fourier discrète d'une manière, on va dire, générale et théorique. Parce que là, en quelque sorte, c'est une application, on va dire, d'un signal qui possède un certain nombre de termes. En quelque sorte, on s'approche un petit peu de la réalité. Donc j'applique ça, S de M, j'applique cette relation-là, égale à la sommation, je remplace S de K par son expression, voilà, égale à, je remplace UK plus 3, je supprime tous les instants entre moins l'infini jusqu'à moins 3 n'est pas incluse, voilà, donc 1 demi-K. Il faut juste représenter UK plus 3 pour dire que UK plus 3, ils occupent des valeurs égales à 1 pour K supérieur ou égal à moins 3. Et voilà. Donc là, je, c'est un produit, c'est un produit, c'est un produit. Donc je fais le produit à la puissance K. Et c'est une série géométrique. J'applique la série géométrique. Et ce terme-là, il est inférieur à 1. C'est le module, donc ça ne donne que finalement cette expression-là. Et voilà, c'est un calcul qui est relativement simple et très facile à le reproduire, à le refaire. Passons maintenant au deuxième signal qui est exprimé par l'expression suivante. Donc, on considère que alpha est c'est un réel ou c'est un complexe tel que son module il est strictement inférieur à 1. Donc, en appliquant la même expression de calcul de la transformée de Fourier discrète, donc je remplace Sn par son expression, d'accord? Comme U de K, c'est un échelon, c'est-à-dire on va supprimer tous les instants K négatifs. C'est-à-dire que notre calcul va se faire uniquement entre 0 jusqu'à l'infini. Donc, on va essayer de travailler avec oméga comme étant une pulsation égale à 2πm. N'oubliez pas que m, elle est considérée comme une fréquence. Hein, nous sommes dans le domaine discret. C'est-à-dire le fait de remplacer 2πm par oméga, c'est pour avoir des formes, on va dire, homogènes. Oméga, on va dire que c'est une variable, et oméga 0, c'est une constante. Et par conséquence, on va essayer de remplacer le 2πm par oméga, et on va remplacer sinus oméga 0 par la différence des exponentielles. Donc le 1 sur 2i, on va le faire sortir de la sommation et on va partager cette sommation entre deux termes, alpha à la puissance k, ce terme exponentiel, ainsi de suite, moins le deuxième terme. Donc je factorise avec le i et je mets à la puissance k, d'accord, moins la même chose. Donc comme ça, j'ai une série géométrique dont la somme sera égale au premier terme qui est 1 moins le dernier terme à la puissance, le dernier terme à la puissance ou bien le terme à la puissance dernier terme plus 1, donc c'est de l'infini plus 1, c'est le plus l'infini, sur 1 moins la raison. La même chose ici, sauf que j'ai une somme oméga 0 plus oméga.
Maintenant, on va voir ce qui se passe. À quoi est égal ce terme à la puissance infinie? Bon, il est clair que alpha exponentielle i oméga 0 moins oméga à la puissance infinie tend vers 0, car le module de alpha avec exponentielle, c'est uniquement un module de alpha, et alpha, ici, il est inférieur strictement à 1. C'est-à-dire que ces termes à la puissance infinie seront simplifiés et on va se retrouver avec cette nouvelle forme. On peut également pousser le calcul, comme on peut s'arrêter à ce niveau-là, d'accord? Et voilà l'expression finale de calcul de la transformée de Fourier de ce signal S de n égale à alpha à la puissance n sinus n oméga 0 un. Faisons un autre exercice. On considère un système discret régi par une équation aux différences. Bon, l'équation aux différences, c'est l'équivalent de l'équation différentielle dans le régime analogique. Donc, dans le régime analogique, un système continu qui a une entrée et une sortie et qui possède une réponse dans le domaine temporel, lorsqu'on lui applique la transformée de Laplace, ça permet de déterminer sa fonction de transfert et comme ça, on peut contourner des difficultés de modélisation et comme ça, lorsqu'on a une équation différentielle avec des dérivés, le seul moyen pour se débarrasser de ces dérivés, c'est, comme j'ai dit, d'appliquer la transformée de Laplace et ça permet de déterminer la fonction de transfert et de faire le retour en inverse, c'est-à-dire appliquer la transformée de Laplace inverse et ça permet de déterminer la réponse dans le domaine temporel. Donc ici, nous sommes en présence d'une équation aux différences avec la sortie, avec la sortie retardée, avec une sortie également retardée, avec des entrées retardées. Donc la première question, c'est étudier la causalité du système. Est-ce que c'est un système causal? C'est-à-dire c'est une notion qui se réfère au temps. Donc rappelons tout d'abord c'est quoi un système causal. Donc notre entrée à l'instant n0 n'influence pas la sortie aux instants n, c'est-à-dire il n'y a pas d'influence dans le temps. C'est-à-dire que le système ne peut pas anticiper, ne peut pas, on va dire, ne pourra pas déterminer ce qui peut se produire dans le futur. Donc, autrement dit, on va donner un exemple très simple qui peut nous expliquer ça. Donc regardez, ici vous avez une sortie qui dépend de l'entrée et de l'entrée précédente. Donc ça, c'est un système causal parce que la sortie dépend de l'entrée et de l'entrée précédente. Par contre, un dérivateur non causal, regardez bien, c'est que la sortie, elle dépend de l'entrée future, de l'entrée à l'instant n plus 1. D'accord? Donc ça, c'est un bel exemple pour savoir est-ce que notre système est causal ou non. Bon, on va essayer d'appliquer cette relation ou bien cette définition ici. Donc notre système qui est régi par cette équation-là, il est causal, tout simplement parce que la sortie yn ne dépend que des sorties précédentes et des entrées précédentes. Donc ça, c'est le même cas ici. Il n'y a pas d'entrée future. La deuxième question, calculer la fonction de transfert h de z et étudier la stabilité du système. Bon, le rappel, c'est que la transformée en z de y de n, c'est y de z. Et la transformée en z de y moins k, c'est un signal translaté dans le temps, c'est tout simplement une multiplication avec z moins k. Ça nous rappelle un petit peu les propriétés de Laplace. Également, toutes ces propriétés ont été vues dans le chapitre relatif à la numérisation. On va essayer de profiter de ces deux propriétés et de les appliquer ici. Donc, nous avons un système
un système d'équations aux différences, c'est-à-dire c'est une présentation dans le temps. On va essayer d'appliquer la transformée de z en profitant de ces deux propriétés. Donc je vois que yn il est transformé en yz. Ce petit retard de n de moins 1 se traduit par le z de moins 1. Ce retard d'ordre 2 se traduit avec z de moins 2, ainsi de suite. Donc c'est une application directement de cette propriété. Maintenant, j'essaie de factoriser avec les y, avec les x. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Yz facteur de ça égale à x de z facteur de ça. Et comme ça, je peux avoir une fonction de transfert sous forme d'un rapport numérateur sur dénominateur, mais ici c'est yz sur x de z qui est donné par l'expression suivante. On peut calculer pour se débarrasser de ces termes z-1, z-2, et voilà la nouvelle expression, z au carré. Il suffit de multiplier le numérateur par z au carré et le dénominateur par z au carré, et comme ça on a cette expression. Étudions maintenant la stabilité. Donc le numérateur nz c'est yz c'est z carré moins z moins 5 sur 16, et le dénominateur, ça nous donne cette équation. Donc le numérateur, lorsqu'on l'égalise à 0, ça nous permet de déterminer les zéros. Hein? Donc ici c'est une équation de second ordre. Lorsqu'on calcule delta, on trouve qu'il y a deux valeurs, deux racines, deux zéros, moins 1 sur 4 et 5 sur 4. Quand est-ce que la deuxième? Lorsque je mets égal à 0, je trouve deux zéros qui sont des zéros pour le dénominateur, mais pour la fonction de transfert, on les appelle des pôles. Donc la notion de pôle, ce sont les zéros du dénominateur. On les appelle des pôles pour la fonction de transfert. Donc, je l'écris le numérateur comme ça, et j'écris le dénominateur comme ça. Et comme ça, h de z sera exprimé de cette manière. On peut simplifier, comme on peut laisser. L'essentiel, c'est que si je simplifie, je me retrouve avec cette nouvelle équation. Et là, je trace l'imaginaire en fonction du réel, l'imaginaire en fonction du réel de notre fonction de transfert, et j'essaie de placer les pôles et les zéros. Donc, tout ce qui se trouve à l'intérieur du cercle unité, tout pôle qui se trouve à l'intérieur du cercle d'unité, on va déclarer que ça correspond à une certaine stabilité du système. Par exemple ici, vous avez ici, après simplification, vous avez un seul pôle, 3 quarts, c'est 0,75, il se trouve à l'intérieur du cercle unité. C'est-à-dire que notre système, qui est régi par l'équation en différence, est un système stable. D'accord? Donc la stabilité est relative au fait que j'ai des pôles dont le module sont à l'intérieur du cercle unité, de centre au haut et de rayon 1, 1 partout. Donc c'est comme ça on peut savoir est-ce que notre système est stable ou il n'est pas stable. Donc tout ce qui se trouve à l'extérieur de ce cercle-là, unité, on qualifie le système où les pôles sortent de ce cercle-là, on le qualifie d'instable. Passons maintenant à la troisième question. Déterminer la réponse impulsionnelle h de k du système. Donc, je considère mon système, par exemple un filtre, de réponse h de k. X de k, c'est un signal d'entrée. Y de k, c'est un signal de sortie. Donc, une réponse h de k est appelée une réponse impulsionnelle. C'est lorsque le signal d'entrée, c'est une impulsion de Dirac. Donc, à chaque fois que notre signal d'entrée est une impulsion de Dirac, ou à chaque fois qu'on appelle une réponse d'un système
on la qualifie comme étant une réponse impulsionnelle, ça veut dire que l'entrée, le signal d'entrée, c'est une impulsion de Dirac. En utilisant cette propriété qui est connue, on va dire que la sortie Y de K, qui est le produit de convolution entre l'entrée et la réponse, égale à H de K, je remplace X par sa valeur, et j'utilise cette propriété. Donc finalement, lorsqu'on qualifie une réponse d'impulsionnelle, c'est-à-dire que l'entrée est une impulsion de Dirac, donc forcément, c'est que la sortie sera la même réponse. Donc Y de K, son expression n'est autre que celle de H de K. Prenons l'exemple suivant. Donc là, c'est une équation aux différences. C'est une équation qui relie le signal de sortie au signal de sortie précédent, également un signal précédent à l'entrée précédente. Donc ça, c'est l'équivalent de l'équation différentielle que nous avons utilisée dans le cas analogique. Lorsqu'on a un système de type RLC, en essayant de trouver l'entrée en fonction de la sortie, on a trouvé que la sortie s'exprime en fonction de l'entrée et en fonction des entrées, on va dire, dérivées une seule fois d'entrée, etc. Et pour essayer de résoudre l'équation différentielle dans le cas analogique, on a utilisé ce qu'on appelle la transformée de Laplace. Maintenant que nous sommes dans le cas discret, nous sommes en présence d'une équation aux différences. Donc on va appliquer l'équivalent de la transformée de Laplace, qui est la transformée en Z. D'accord? Mais avant d'appliquer la transformée en Z, on va essayer de remplacer Y par la réponse, X par le delta, c'est-à-dire là où je trouve le Y, ici, 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 je les remplace par les H, et là où je trouve le X, je les remplace, je remplace dans n'importe quel X, je la remplace avec le delta. Et voilà, je me retrouve avec cette équation, avec cette nouvelle équation où il n'y a que la réponse et les impulsions de Dirac. On va essayer maintenant d'utiliser la méthode de récurrence, c'est-à-dire que on va prendre des cas de n, c'est-à-dire on va injecter dans cette équation, on va prendre n égale à 0, n égale à 1, n égale à 2, n égale à 3, et à un certain temps, on va s'apercevoir que notre réponse, il a plus ou moins une certaine forme. Donc n égale à 0, je remplace n par 0. Bon, ici, il n'y a pas de réponse aux instants passés, il n'y a pas de réponse h-2, et puis le delta n'est défini qu'à l'instant t égale à 0, égale à 1, alors que les autres delta, ils sont nuls. Donc le delta n'est défini delta de t n'est défini qu'à l'instant t égale à 0. En dehors de cet instant-là, toutes les impulsions, ils sont nuls. Et donc voilà, h0 égale à 1. Je fais la même chose pour n égale à 1. Je remplace n par 1. Et je trouve que h de 1 égale à 1. Je pousse un petit peu le calcul vers n égale à 2. Je fais la même chose. Donc h de 1, on l'a déjà calculé. H de 0, on l'a calculé. Mais ici, il n'y a rien. Delta de 2, c'est 0. Delta 1, c'est 0. Alors que delta 0, c'est 1. Donc on va trouver que c'est 3 quarts. Si on pousse un petit peu le n égale à 3, on va trouver que h3, c'est 3 quarts à la puissance 2. Si on met n égale à 4, on va trouver 3 quarts, 3 sur 4 à la puissance 3. Et là, on peut généraliser que la réponse, ce qu'on cherche dans la question, c'est la réponse impulsionnelle, c'est 3 sur 4 à la puissance n moins 1. Passons à l'exercice numéro 7. On va calculer maintenant les produits de convolution suivants. xk avec notre signal yk,
Mais là, c'est un produit de convolution qui sera entre les mêmes signaux, enfin le même signal, xk avec xk. Donc commençons avec le premier cas. Donc xk c'est a à la puissance k échelon, yk c'est b à la puissance k échelon. Donc u de k est égal à cette expression, et puisque j'aurai besoin dans l'expression de produit de convolution d'une équation retard, hein, vous allez voir ça, on va l'utiliser par la suite. Donc, voilà le produit de convolution, x étoile y, je remplace x par son expression, y par son expression, par définition, ça nous donne cette sommation. Et maintenant, je remplace dans cette sommation xn par sa valeur, c'est a à la puissance n, u de n, pardon, ça c'est u de n, désolé, fois b à la puissance k moins n, u de k moins n. Donc là, c'est une erreur également, u de n. On va discuter. Donc, si je prends k ici, inférieur à n, et k également il est négatif, donc ça, je rassemble ces deux conditions, c'est-à-dire uk sera nul, uk moins n sera nul, par conséquent, le produit de convolution sera nul. D'accord? Parce que nous sommes dans ce cas particulier. Si je prends le deuxième cas, c'est-à-dire que k supérieur ou égal à 0, k supérieur ou égal à n, je vais essayer de résumer avec cette condition. Hein, j'ai résumé les deux conditions par une seule condition. Donc, maintenant, on peut calculer facilement le produit de convolution, xk étoile yk. Donc, toujours la même bêtise, c'est un. Donc, ici, regardez bien, notre variable, il n'est plus entre moins l'infini et plus l'infini parce que nous sommes dans ce cas-là, c'est-à-dire que le n il varie de 0 jusqu'à k. Et u de k tend vers le 1, ou bien u de n tend vers le 1, et u que moins n tend vers le 1. Donc ça va nous donner cette équation. Et comme le bk, c'est une constante par rapport à cette sommation, je peux la faire sortir. Donc qu'est-ce que j'obtiens? C'est une sommation uniquement a n, b moins n. Je l'exprime autrement. Voilà. Égal à b à la puissance k, sommation de a sur b à la puissance n. Et donc, ça va nous donner b à la puissance k. Et là, c'est une série géométrique, ou c'est une suite géométrique. Le premier terme, c'est a sur b à la puissance 0, c'est 1, moins le dernier terme plus 1, donc c'est k plus 1 sur 1 moins a sur b. Maintenant, nous sommes habitués à travailler avec les séries, avec les suites géométriques. Passons maintenant au deuxième cas, x de k étoile x de k. Bon, avant de faire le calcul, on va essayer de représenter graphiquement uk-1 moins uk-6. Donc voilà, uk-1, et là j'ai moins uk-6. Regardez le résultat. Donc lorsque je somme les deux, regardez 6, de 6, 7, 8, 9 jusqu'à l'infini, hein, toutes ces impuissants, ils vont s'annuler avec ces impuissants allant de 6, 7, 8 jusqu'à l'infini. Il suffit de superposer les deux courbes pour voir que au-delà de 5, toutes les impuissants seront annulées. Donc qu'est-ce que j'obtiens à la fin? J'obtiens à la fin cette somme de 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, je peux remplacer on va dire, chaque impulsion. Bon, si je prends cette impulsion, hein, je peux la considérer comme une impulsion de Dirac à l'instant k égale à 1.
celle-là, c'est k-2. Donc pourquoi je fais ça? Parce que nous avons des relations que nous avons vues dans le cours entre le produit de convolution entre deux deltas, les propriétés de décalage de delta. Donc, ici, si je prends uniquement cette 1 puissant sur 1, bon, ça c'est l'équivalent d'une 1 puissant de Dirac, mais décalé à k égale à 1. Également ici, hein, cet 1 puissant ou cet échelon à l'instant k égale à 2, je peux la considérer comme delta de k-2. Également. C'est-à-dire que, on va dire que ce signal UK-1 moins UK-6 va se résumer uniquement à cette somme des impulsions de Dirac, delta K-1 plus delta K-2 jusqu'à delta K-5. Appliquons maintenant cette propriété qui est très importante, puisque les différents échelons U de K-N ont été transformés en des impulsions de Dirac, c'est-à-dire au lieu d'avoir ces échelons, on va trouver que ce sont des impulsions de Dirac, par exemple, voilà, c'est-à-dire UK-1 moins UK-6, nous avons trouvé que ce delta K-1 plus delta K-2 jusqu'à delta K-5. Étoile, la même chose. Et si j'utilise cette propriété-là, sauf que ici A égale à B, donc A fois B sera K au carré, d'accord? Donc A au carré. Et là, je vais faire un produit. Delta K-1 avec delta K-1, delta K-1 avec delta K-2, delta K-1 avec delta K-3, etc. Donc je termine avec delta K-1, je passe également à delta K-2, delta K-3 jusqu'à delta K-5. Et là, je me retrouve avec cette expression. Et là, delta K-1, delta K-1, ça donne quoi? Ça donne delta K-2. K-1, K-2, c'est K-3, ainsi de suite. Et là, on se retrouve avec des mêmes termes. On va les sommer. On va les sommer. Et voilà une expression qui est finale. Voilà. Donc, ce produit de convolution entre le signal xk et lui-même, ça nous donne cette expression. Donc, il y a du calcul quand même, mais c'est facile. Il suffit juste de voir que l'échelon à une position ou à un instant particulier, c'est l'équivalent d'une impuissance de Dirac. Et c'était le seul moyen pour simplifier. D'accord? Maintenant, passons à l'exercice numéro 8. On va calculer la transformée de Fourier discrète sur n points de signaux suivants. Je commence par S égale à delta de n, deuxième signal, troisième signal et quatrième signal. On va se contenter que des deux. D'accord? Donc si je prends le premier signal, delta de n, j'applique la relation de transformée de Fourier sur n points et non pas d'une manière générale, on va dire théorique. Ça nous donne de k égale à 0 jusqu'à n-1, donc c'est n échantillons. C'est S de k, le signal S de k, fois cette expression-là. Donc je remplace S de k par delta de k. D'accord? Delta de k. Bon, si j'ouvre cette sommation, ça va me donner delta 0 fois le terme k égale à 0, plus delta 1, etc. Donc tous ces termes-là que vous voyez seront nuls, sauf le delta 0. Hein, parce que je sais bien que delta 1 égale à 0. Le delta n'a défini qu'à l'instant t égale à 0. Donc tous ces termes-là seront nuls. Voilà. On va se retrouver avec delta 0 égale à 1. Et comme ça, le S de n sera égal à delta de 0 égale à 1. Donc voilà la transformée de Fourier discrète sur n échantillons de l'impulsion de Dirac. Passons maintenant au deuxième cas. C'est une application directe. Donc je remplace S de k par son expression, alpha à la puissance k. On va faire k a alpha fois l'exponentielle et on laisse le k comme une puissance, voilà, à la puissance k.
Bon, ici, vous voyez un petit peu que parfois on oublie que nous sommes dans le cas de fréquentiel. C'est pour cela que j'ai essayé de remplacer le M par le F. N'oubliez pas que c'est la transformée de Fourier discrète, c'est un passage du temps vers le fréquentiel. Bon, c'est vrai qu'on remplace, on travaille avec M, mais pour nous, le sens est clair. Donc, je passe du temps vers fréquence, mais dans le domaine discret. Maintenant, avec cette sommation-là, je peux appliquer, c'est une suite géométrique, et j'applique toujours la somme d'une suite ou d'une série géométrique. Donc ça nous donne, le n va se simplifier avec ce n-là, et donc je me retrouve avec cette expression. Passons à l'exercice numéro 9. On considère le signal numérique Sn représenté par la figure suivante. Donc c'est une série, on va dire, c'est une séquence de signaux à des instants différents, c'est-à-dire à l'instant k égale à 0, l'amplitude égale à 0,55. À l'instant t égale à 1, j'ai une amplitude égale à 0,44. Enfin, c'est un calcul théorique. À l'instant k égale à 2, j'ai cette amplitude. D'accord? Donc là, le fait de mettre ce trait-là, ça veut dire que c'est une amplitude fixe à un instant fixe. À l'instant k égale à 3, le signal occupe l'amplitude 0,11. À l'instant k égale à 4, c'est l'inverse, moins 0,35, ainsi de suite. Donc on demande de donner la transformée en z de ce signal. D'accord? Donc ici, comme j'ai fait précédemment, je vais voir le 0,5 comme étant une 0,55 fois delta de k. Celle-là, c'est 0,44 fois delta k moins 1. Celle-là, c'est 0,33 delta k moins 2. Celle-là, c'est la même chose. Celle-là, c'est la même chose. Et celle-là, c'est la même chose. D'accord? Et en appliquant, donc je remplace les différents échantillons par leur équivalence. Voilà. Donc le premier en rouge, c'est 0,55. Le deuxième en bleu, c'est 0,44 delta, ainsi de suite. Et en appliquant cette relation de transformer en z, c'est que delta de k moins n a pour transformer en z, z à la puissance moins n. On va l'appliquer ici. Donc ça nous donne que S de z, c'est 0,55, 0,44, z moins 1, 0,33, z moins 2, plus 0,11, z moins 3, ainsi de suite. Donc voilà l'expression de notre fonction dans le domaine de z. Et finalement, exercice numéro 10, je prends h de n, c'est une réponse alpha à la puissance n, c'est une réponse impulsionnelle, c'est-à-dire que l'entrée, c'est une impulsion de Dirac, et la sortie, c'est la même réponse. Avec cette condition, h alpha inférieur à 1, n supérieur égal à 0. Donc on veut déterminer les coefficients du modèle récurrent donné par l'équation suivante. Donc k varie de 0 à 1, donc j'aurai deux coefficients A0, A1. Ici, k varie de 1 jusqu'à 1, donc j'ai un seul coefficient, donc trois coefficients ici G, donc A0, A1 et B1. Donc on doit déterminer ces coefficients. Donc comment on peut les déterminer? Tout d'abord, je remplace y par h, x par delta, et par la suite, je vais donner des valeurs à n. Donc n égale à 0, ça nous donne h0, égale à a0 delta de 0, plus a1 delta de moins 1, plus moins b1. Donc qu'est-ce que j'ai dit dans l'exercice précédent? Dans les exercices précédents, c'est que h n'est pas défini à l'instant moins 1, donc il sera nul, delta sera nul. Voilà. Et donc, ça reste que h de 0, ici, c'est alpha à la puissance 0, c'est 1, égale à a0 fois 1. Voilà. Lorsque je mets n égale à 1, je remplace h de 1, c'est a0 delta 1, plus a1 delta 0, moins b1 h0. Donc, delta 1 n'existe pas. Donc, ça nous donne que h de 1, c'est alpha, égale à a1 moins b1. Parce que h de 0, c'est 1.
Bon, là, je ne peux rien dire parce que j'ai deux inconnus. Je passe à l'équation numéro 3. N égale à 2. Je prends n égale à 2. Je me retrouve avec cette équation-là. Donc, je suppose que alpha il est non nul. Hein, je suppose que alpha il est non nul. Comme ça, je peux simplifier avec alpha. Ça nous donne que alpha égale à moins B1. Hein, donc, alpha égale à moins B1 ou bien B1 égale à moins alpha. Donc, je l'injecte ici. Ça permet de déterminer A1 égale à 0. Donc, voilà, les trois coefficients sont connus. Voilà, donc je remplace, j'écris d'une manière simplifiée l'équation en différence. Voilà, l'équation en différence. On déduire le schéma équivalent du modèle. Donc, yn, c'est xn plus alpha yn. Donc, j'aurai besoin pour faire le schéma équivalent d'un sommateur, d'un multiplier parce que j'ai alpha fois, et là j'ai un retardateur parce que c'est un instant retard, n-1. Donc voilà, j'ai l'entrée xn, j'ai la sortie yn, et j'essaie de mettre le tout à l'intérieur. Donc yn c'est quoi? C'est ça le sommateur qui va donner le yn, donc c'est une somme entre xn, voilà, plus ce terme, ça vient de yn, donc c'est une sorte de contre-réaction, c'est-à-dire je prends de la sortie, je ramène vers le retardateur, ça permet d'abaisser le niveau à yn-1, et je multiplie avec alpha, donc ici, le signe qui va entrer, c'est le alpha yn-1, voilà. Donc, on va faire une boucle d'asservissement sur le modèle 1, c'est-à-dire ici, je vais faire une boucle d'asservissement, c'est-à-dire le signal ici sera transformé en moins yn. Donc, déterminer l'équation en différence équivalente du modèle. Donc, ici, xn, c'est l'entrée précédente, x'n, c'est la nouvelle entrée. Donc, xn ici, la sortie par rapport à ce sommateur, c'est x'n moins y de n. Donc, or, nous avons trouvé ça dans l'équation précédente. Donc, je remplace yn, xn par son expression. Donc, j'ai remplacé xn. D'accord? Donc, xn, je l'ai remplacé par son expression, là, la voilà, égale à x'n moins yn. Et j'essaie de mettre le yn de ce côté-là. Ça égale à 1 sur 2 x'n plus alpha. Donc ça, c'est une équation en différence qui relie la sortie avec l'entrée du nouveau modèle plus alpha yn moins 1. Voilà. Donc voilà, la dernière question. Donc, bien évidemment, toutes vos questions et remarques sont les bienvenues. Veuillez noter toutes ces questions-là sur la chaîne YouTube, ma chaîne YouTube. Donc, si jamais vous voyez des erreurs, bon, n'hésitez pas de les signaler. Merci et à la prochaine vidéo.